Jusqu'à date, on a approché la question de la vie extraterrestre du point de vue de où et de quand. Mais je crois que la question à se poser, c'est plutôt comment. En gros, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qui est essentiel à la vie? Pour y répondre, on se base sur les caractéristiques de la Terre et on peut le résumer en 5 grands points. La température à la surface d'une planète est très importante parce qu'elle détermine la présence d'éléments liquides comme de l'eau ou du méthane dans le cas de Titan par exemple. Et parce que la plupart des êtres vivants ne peuvent pas survivre à des températures trop basses ou trop hautes. Mais il y a certaines bactéries ou certains organismes extrémophiles qui pourraient vivre à des températures beaucoup plus basses ou beaucoup plus hautes que nous. L'eau, ou certains autres éléments liquides, est un élément clé dans l'évolution de la vie. Les êtres humains sont composés à 60% d'eau, les plantes en utilisent pour former de la sève, elles transportent les minéraux nécessaires à la vie, etc. Donc c'est clair qu'elle nous est essentielle et que des extraterrestres en auraient tout autant besoin. L'atmosphère d'une planète est vraiment vitale, notamment parce qu'elle permet de capturer la chaleur de son étoile par effet de serre, mais aussi parce qu'elle permet de protéger la surface contre les radiations. La plupart des êtres vivants se développent à l'aide des nutriments qu'ils trouvent dans d'autres êtres vivants comme les plantes. Mais les plantes utilisent seulement l'énergie du soleil et les minéraux qu'elles trouvent dans le sol et dans l'eau pour développer leurs organes. Ce qui fait que beaucoup de minéraux sont indispensables à la vie, comme le fer, le nickel, le cobalt et le manganèse. Parce que si les plantes n'ont pas les minéraux qu'il leur faut pour croître et produire de l'énergie, nous on ne peut pas en consommer, donc on ne peut pas exister. Pour que la vie puisse naître à quelque part, il faut une source d'énergie pour déclencher les réactions chimiques qui vont faire apparaître les premières cellules. Sur Terre, la plupart de notre énergie nous vient du Soleil et le restant vient des déplacements de magma dans le manteau de la Terre. On sait grosso modo ce que ça prend pour qu'une planète soit habitable. Mais avec le savoir qu'on possède maintenant, est-ce qu'on pourrait modifier une planète pour que la vie puisse s'y développer? Plusieurs chercheurs et écrivains de science-fiction se sont penchés sur le cas de Mars, par exemple, voir s'il n'y avait pas des possibilités de terraformation. Ce qu'ils ont fait pour ça, c'est qu'ils ont regardé c'était quoi les caractéristiques qui manquaient à Mars pour que toutes les 5 que j'ai déjà nommées soient remplies. Après, ils se sont basés sur ça pour émettre des hypothèses pour comment la rendre habitable. Sur Mars, les principaux problèmes sont la température, moins 53 degrés Celsius en moyenne. La pression atmosphérique, elle est environ 160 fois plus petite que celle de la Terre. La composition de l'atmosphère, elle est composée à 96% de CO2, par rapport à celle de la Terre, qui est composée à 78% de N2 et 21% de O2. Et le manque de protection face au rayonnement cosmique. Sur Terre, on est protégé des rayons comme les ultraviolets par exemple, par la couche d'ozone. Toutes ces problématiques-là ont un point en commun. L'atmosphère. Parce que l'atmosphère de Mars est vraiment très mince, ce qui influe sur la pression atmosphérique, la température et la protection face aux radiations. Donc si on arrivait à la densifier, il y a beaucoup de choses qui se régleraient en même temps. L'objectif serait de monter la pression atmosphérique entre 2 et 5 bars et la température au minimum au-dessus de 0 degré Celsius. Mais on revient toujours à la même question. Comment? Une possibilité qui est souvent citée, c'est de faire fondre les calottes polaires et de réchauffer le régolithe de Mars. Le régolithe, c'est la partie supérieure du sol. Sur Mars, il y a la caractéristique d'être du permafrost. Étant donné que dans le régolithe, il y a énormément de dioxyde de carbone et d'eau gelée, et que les calottes polaires sont entièrement faites en dioxyde de carbone et en eau. La libération de ces éléments-là dans l'atmosphère augmenterait l'effet de serre, et donc la température à la surface aussi. Mais encore là, il nous reste à savoir comment. On pourrait envoyer des bombes sur Mars pour exploser les pôles et vaporiser toute l'eau et le CO2 dans l'atmosphère. Ouais, mais Mars est déjà très radioactif, donc je pense pas que ce soit la meilleure idée.
Ou on pourrait mettre des miroirs géants en orbite parallèle à celle de Mars pour réchauffer les calottes polaires puis les faire fondre. Ouais, mais ces miroirs-là devraient faire 250 km de diamètre. Sinon, on pourrait recouvrir les calottes polaires de quelque chose de foncé, comme de la poudre de charbon par exemple, pour réduire l'albédo de Mars. L'albédo, c'est la capacité à réfléchir la lumière. Quelque chose de couleur pâle réfléchit plus que quelque chose qui est foncé. Finalement, on pourrait peut-être amener des bactéries qui pourraient produire de l'ammoniac ou du méthane ou quelque chose comme ça pour enrichir encore l'effet de serre. Ouais, mais pour ça, il faudrait qu'on ait déjà amélioré en partie les conditions atmosphériques de Mars. Parce que pour l'instant, c'est pas vivable pour des bactéries. Peu importe comment on le fait, ça risque d'être cher, d'être compliqué, puis de prendre longtemps. Mais au moins, ça reste dans les limites du potentiellement faisable. Mais si jamais on y arrive, si jamais on densifie l'atmosphère de Mars, qu'est-ce qui se passe? Ben, bravo, on peut se féliciter, c'est un exploit. Ouais, on vient de terminer la première étape de la terraformation, la plus courte. La deuxième étape, c'est de réactiver l'hydrosphère de Mars. Oui, réactiver. Parce que selon les observations qu'on a faites, Mars a déjà eu des rivières, des lacs, etc. Mais ça date de milliards d'années. Pour ça, il faudrait qu'on trouve une source d'eau sur Mars ou qu'on en importe d'ailleurs dans le système solaire. Comme je l'ai dit, les calottes polaires sont composées en grande partie d'eau. Elles en contiennent 5 trillions de tonnes, en fait. Et il y en a aussi dans le pergélisol. Tout ce qu'on aurait à faire, c'est attendre que les calottes polaires soient complètement vaporisées et que le pergélisol soit fondu jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Puis si on manquait d'eau, on aurait juste à apporter un morceau de glace des anneaux de Saturne ou une comète. Une fois que la température aura assez monté, il y a des nuages qui vont se former dans l'atmosphère de Mars. Et on va assister à la première pluie depuis des milliards d'années sur la planète rouge. Peu à peu, il va se former des rivières, des lacs, des mers, puis un océan, l'Oceanus Borealis. Par après, on pourrait apporter des micro-organismes qui absorberaient du CO2 et qui libéreraient du O2, jusqu'à ce que la pression qu'on atteigne de O2 dans l'atmosphère soit de 1 millibar. À ce moment-là, on pourrait commencer à implanter des plantes pour qu'elles se développent sur Mars et que le cycle se reproduise, mais à plus grande échelle. Donc diminution du dioxyde de carbone et augmentation du dioxygène. Jusqu'à ce que la pression partielle d'oxygène atteigne 120 millibars. À ce moment-là, les humains vont pouvoir enlever leur masque à oxygène et respirer librement. Bon, ben on va pouvoir vivre sur Mars alors. Sauf que les estimations sont que Mars va prendre 10 000 ans à être terraformé pour que les plants puissent y vivre et 100 000 ans à être terraformé en entier. Et encore là, Mars n'a pas de champ magnétique comme celui de la Terre. Donc ça va amener beaucoup de complications pour garder une atmosphère viable. Mais au moins on peut espérer. Peut-être que c'est possible. Et n'oublie pas, internaute, active ta zone grise.